Être parfaitement bien dans sa peau, c'est d'abord être bien vis-à-vis de sa propre conscience. Être bien en soi-même, c'est agir à chaque instant en étant parfaitement aligné avec sa propre conscience. Le mal-être survient dès lors que l'individu n'écoute plus sa conscience, mais ce que l'autre ou la morale lui dit, lui suggère ou lui impose de faire, mais aussi ce que ses habitudes, ses conditionnements, ses réflexes, ses mémoires, ses programmations inconscientes lui font faire. Si l'individu n'est pas en phase avec sa propre conscience, soit parce que sa culpabilité est trop grande, qu'il porte un trop lourd fardeau, ou un secret dont il a honte, soit parce qu'il n'est pas suffisamment mûr pour développer de conscience individuelle, alors il appliquera aveuglément les consignes prévues pour la masse, pour le collectif, dans l'unique but de se sécuriser et de se persuader qu'il est dans le bien. Or ces consignes, prévues pour la masse, pour le collectif, par les gouvernements, peuvent être autant bénéfiques pour le collectif lorsqu'elles émanent d'individus inspirés par l'homme et son évolution, autant néfastes lorsqu'elles proviennent d'individus sans autre perspective que le profit et le pouvoir. Et cela, l'histoire l'a démontré à maintes reprises. L'être qui se conscientise apprend à discerner, dans les consignes émanant des autorités, ce qu'il y a d'intelligent de ce qu'il y a de parfaitement incohérent. L'erreur est humaine, ou plutôt l'humain est inconscient et soumis à la subjectivité de ses émotions, de ses passions, de ses espoirs, de ses fantasmes et de ses idéaux. Ainsi, l'information objective n'existe pas en ce monde, et si l'individu ne développe pas de conscience individuelle, il se laissera gouverner par les informations subjectives destinées à la masse. L'être qui se conscientise sait que lorsqu'un gouvernement applique des décrets pour faire appliquer des mesures, ces décrets ne sont valables qu'en termes de décrets et non en termes de loi. Il saura qu'il est nécessaire d'appliquer les consignes de ces décrets, afin de ne pas créer de désordre ni de provocations inutiles. Mais si pour une raison impérieuse, il devait ne pas respecter ces décrets, il le ferait sans crainte, sans peur et sans reproche, car il sait qu'un décret ne vaut pas une loi, mais surtout et avant tout, ne vaut en aucun cas ce que sa propre conscience lui dit de faire à l'instant où elle lui dit de le faire. L'être qui se conscientise saura reconnaître les confusions générées par les médias, dominants et alternatifs, autant sur le plan du vocabulaire utilisé que sur le plan de l'émotionnel suggéré. Prenons l'exemple des vaccins. Si tous les vaccins ont le même objectif, à savoir d'introduire l'élément pathogène d'un virus dans l'organisme, afin d'entraîner une réaction du système immunitaire pour permettre à l'organisme de développer les anticorps qui lui permettront de lutter contre ce virus, les modes opératoires changent en fonction du procédé propre à chaque vaccin. L'utilisation de la même terminologie vaccin pour parler de procédés vaccinaux totalement différents crée de la confusion, car tend à mettre tous ces vaccins sur le même plan. Notons que le mode opératoire est totalement différent entre les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins anti-Covid. En effet, les vaccins traditionnels consistaient à se faire inoculer le virus développé sur des cellules souches étrangères, alors que les vaccins anti-Covid consistent pour leur part à se faire injecter un ARN messager afin que l'organisme crée lui-même la protéine du virus, l'élément pathogène, contre lequel l'organisme serait censé développer une réponse immunitaire afin de lui permettre de neutraliser la protéine une fois l'individu mis en contact avec le virus. L'organisme est donc invité à créer lui-même l'élément pathogène pour le combattre, ce qui est totalement nouveau. De plus, nous savons que l'ARN informe directement l'ADN. C'est donc le génome humain lui-même qui se retrouve ainsi totalement modifié en produisant lui-même la protéine du virus. Pour une telle intrusion dans le génome humain, des observations sur plusieurs années devraient être effectuées sur les conséquences d'une telle modification. Au lieu de ça, les vaccins créés dans la précipitation et sans aucune observation sur le long terme sont inoculés en priorité aux personnes âgées,
donc à des personnes fragiles et vulnérables auxquelles les potentiels effets indésirables pourront être expliqués par le simple fait qu'elles étaient déjà malades en raison de leur grand âge. Du fait de la différence de procédé entre ces deux vaccins, il serait plus adapté d'utiliser un terme spécifique pour nommer le vaccin anti-Covid. Les facilités de langage, l'utilisation de la même terminologie de vaccin pour englober tous les vaccins, autant ceux du passé que ceux contre le Covid, créent un raccourci, une association directe dans l'inconscient de la masse entre ces deux vaccins, permettant aux nouveaux vaccins de bénéficier d'une crédibilité équivalente à celle des vaccins traditionnels. En effet, si les vaccins du passé sont encore sujets à de nombreuses controverses, ils bénéficient cependant d'une certaine crédibilité du point de vue de la masse, considérée en tant que remède fiable. Le terme popularisé anti-vax permet aux individus influencés inconsciemment par les éléments de langage répandus par les masses médias d'aplatir la question éthique que posent ces nouveaux vaccins, en ridiculisant toute personne qui s'interrogerait sur les confusions terminologiques autour de la question des vaccins, en relayant ces anti-vax au rang d'esprit rétrograde et anti-progrès. Or, si progrès réel il y a, il est indissociable du développement de la conscience individuelle de l'homme, et qui dit conscience individuelle dit conscience critique et dit nécessairement conscience éthique. Jusqu'à aujourd'hui, le concept même de virus est discutable. Certains affirment qu'il est impossible de l'isoler réellement, car il serait en fait la création de l'organisme lui-même et ne pourrait survivre indépendamment de l'organisme qu'il a créé. Mais notre esprit étant lui-même cloisonné et incapable de raisonner selon une approche globale, l'esprit de l'homme moderne a besoin d'isoler les objets qu'il étudie, comme si ces objets, ou plutôt ces parties, pouvaient être étudiés en étant dissociés du tout dont ils sont issus, et même de l'influence de celui qui les observe. Le concept de virus correspond en fait au niveau de conscience de l'homme moderne, qui a besoin d'ennemis et de menaces pour se constituer une identité. Un être matérialiste, coupé de l'intelligence que pourrait représenter la maladie en tant que signal d'un dysfonctionnement interne. Dysfonctionnement qui permettrait à l'individu d'évoluer en recherchant les causes profondes de ces dysfonctionnements, tout en étant encouragé au niveau énergétique, en stimulant l'activité cellulaire plutôt qu'en l'agressant et en amenant ainsi un rééquilibrage dans sa vie. Dans cette perspective, la maladie pourrait même être considérée en tant que processus intrinsèque au développement de la conscience. La relation à la santé et la manière de concevoir la maladie sont le reflet du niveau d'évolution d'une société, et le vaccin est une science qui correspond à un mode de traitement de la maladie lié à une approche belliqueuse, le mode guerrier, autant dans le mode opératoire de l'intrusion d'un virus dans le sang par le biais d'une piqûre que dans le vocabulaire utilisé par les autorités. Être en guerre contre un ennemi invisible. Il en va ainsi des empires qui naissent, grandissent, s'épanouissent, puis finissent par dégringoler. Et lorsqu'ils dégringolent, ils ont besoin de se réinventer. Et pour se réinventer, ils ont besoin d'entreprendre de nouvelles guerres. Il leur faut combattre un nouvel ennemi, visible ou invisible. Et s'il est invisible, cela signifie qu'il peut être partout, en chacun de nous. La masse est ainsi surexcitée dans son émotivité et sa peur de la mort et applique les mesures sans aucun discernement, permettant ainsi à l'empire renaissant de se constituer un nouveau corps, une nouvelle organisation, une nouvelle politique, par le biais du consentement indirect fourni par la masse émotive et inconsciente. Il n'y a pas d'empire qui puisse se développer sans le consentement inconscient de la masse. La relation au corps et à la santé dans le monde de demain intégrera la dimension énergétique du corps physique et des corps subtils et l'implication de la conscience dans le processus d'harmonisation de ces corps permettant la guérison et l'auto-guérison de l'individu. L'approche holistique intégrera autant l'aspect physique que l'aspect mental et énergétique de l'individu, ainsi que sa créativité et sa conscience dans la relation à sa santé, qu'il considérera non pas comme un problème, mais comme un processus de développement et d'amplification de sa vitalité.
Personne n'est parfait, et l'être intégralement conscient est encore loin d'exister. La conscience demande à s'ajuster au cours de l'expérience, des prises de conscience de nos erreurs, de nos abus, de nos actes inconscients. Et dans cette perspective évolutive, il n'y a pas d'erreur à proprement parler, si l'erreur permet de prendre conscience de nos erreurs. Dans ce processus d'ajustement, l'erreur n'existe pas, ou alors l'erreur consisterait à ne rien faire, à préférer s'acheter une bonne conscience plutôt que d'en développer une réelle. La conscience ne s'achète pas, elle se gagne par le travail d'introspection que l'individu engage sur lui-même. Aucun régime, aucune méthode, ni aucune discipline, programme, religion, spiritualité ne permettra jamais à l'homme d'être en phase avec sa conscience, s'il ne prend pas l'entière responsabilité de le faire lui-même, par lui-même et pour lui-même. Les individus critiquent sans être constructifs, méchants sans être intelligents, menteurs, manipulateurs, frustrés, culpabilisateurs, infantilisateurs, cherchent à dissimuler leur mal-être en reportant sans cesse la faute sur les autres. Ils cherchent à se hisser au-dessus des autres pour se cacher à eux-mêmes leur petitesse et la honte de ce qu'ils sont, à humilier pour cacher ce qu'ils ont trop peur de découvrir en eux, à camoufler la relation délétère qu'ils entretiennent avec leur propre conscience. L'obsession maladive pour la propreté ne sert qu'à dissimuler la crasse intérieure, tout comme l'obsession pour l'image et le beau vise à couvrir le fond obscur de l'inconscient que très peu d'individus osent sonder. La connaissance de soi n'est pas un luxe réservé aux classes aisées, mais une nécessité vitale pour toute personne désireuse d'être tout simplement bien dans sa peau. Nous avons tous été traumatisés et violés physiquement, psychiquement ou énergétiquement au cours de notre existence, et cette vie en soi constitue une série d'épreuves, de chocs, de traumatismes, d'abus. La naissance même, le fait de passer d'un état plongé dans un liquide amniotique au passage de l'air dans les poumons dès la première inspiration, constitue en soi un traumatisme. D'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan plus subtil du psychisme et de l'énergétique, l'individu a été abusé. Mais tant que l'individu ne reconnaîtra pas le viol et les abus qu'il a lui-même subis, alors il se comportera inconsciemment comme un violeur et un abuseur envers les autres. Un violeur d'enfance et d'innocence ou un violeur énergétique, un violeur psychique. Le viol psychique devra bientôt être reconnu en tant que viol à part entière. Mais si le fait d'avoir été violé dans son enfance constitue pour le violeur une circonstance atténuante pour expliquer ses abus, il en va de sa responsabilité en tant qu'adulte de faire un travail sur lui-même pour se libérer lui-même et couper court aux abus qu'il pourrait perpétrer sur les autres. Les personnes intrusives, indiscrètes, critiques, méchantes ont toujours quelque chose à se reprocher, qu'elles feintent grossièrement d'ignorer. Une sale histoire, une sale affaire qu'elles aimeraient tant que personne ne découvre. La structure de la perversion narcissique est la structure du mensonge même. Le pervers narcissique camoufle ses crimes et sa culpabilité en la faisant porter par les autres. Mais cela s'appelle reculer pour mieux sombrer. Tôt ou tard, l'individu inconscient se retrouvera confronté à lui-même. Comme le dit ce dicton, « Ce que me dit Pierre sur Paul m'en dit plus sur Pierre que sur Paul. » L'individu ne parle jamais que de lui-même lorsqu'il parle d'autrui. C'est pourquoi un être qui devient conscient ne sait plus dire du mal des autres, et quand il doit effectuer une critique, alors c'est une critique constructive, ayant pour objectif de mettre en lumière les zones d'ombre de l'inconscient. Le seul complot réel en ce monde, c'est le complot de l'inconscient. La conscience se gagne par le travail sur soi, l'introspection, et non la passivité, et non la complaisance. Il ne suffit pas de repeindre les murs de sa maison,
faire du jardinage et du craftbooking, du yoga, manger bio pour s'acheter une bonne conscience. Le chemin de la conscience est confrontant et électrifiant. C'est un chemin où l'homme avance seul, rencontre ses démons, sonde ses mémoires, apprend à pardonner, avec sincérité, redécouvre son enfant intérieur si souvent renié, apprend à l'aimer, à l'écouter et à le suivre et à le faire respecter. Si l'individu ne fait pas respecter son enfant intérieur, c'est-à-dire sa sensibilité, alors il se récupérera un cas de conscience. Et plus l'homme s'avance sur le chemin de sa conscience, plus il apprend à se réconcilier avec le miroir. Mais non pas pour contempler une image superficielle et séductrice de lui-même, cette image qu'il trouve tantôt plaisante, tantôt déplaisante, en fonction de l'humeur de son ego, mais pour voir se refléter dans ses yeux sa propre conscience. En fait, l'homme n'a pas à se connaître, car la connaissance est infinie et constitue le piège suprême de l'ego. Il n'y a rien dans l'homme que l'homme ne connaît déjà. L'homme doit simplement apprendre à se reconnaître lui-même.